Votre profil, c'est les sciences cognitives, connaissance des émotions, de la mémoire et des apprentissages. J'en dis pas plus sur vous, je vous laisse éventuellement compléter et surtout répondre à cette première question qui est de nous présenter David. Bonjour à tous, merci à l'usinerie pour l'invitation. Donc déjà je vais présenter la Société des Vies et je parlerai un tout petit peu de moi, sinon ça va prendre toute l'interview. Donc la Société des Vies, c'est une PME d'une trentaine de personnes. On est éditeur de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle conversationnelle. Notre site principal se situe en Bourgogne, à Nevers, tout à l'ouest. Ça reste en Bourgogne. Et on a également un site sur Dijon, on a 5 personnes sur Dijon et une équipe technique sur Reims. En gros, on fournit une plateforme qu'on appelle Rhétorique, une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de faire une incarnation avec laquelle vous allez pouvoir discuter, d'où le titre de cette intervention. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, à part qu'on est une société qui est composée pour un bon tiers de personnes qui font de la recherche et développement et de l'innovation. Donc, en 2010, vous vous êtes lancé dans l'intelligence artificielle. Donc pourquoi ? Et pourquoi voilà. Faire ? La société a 20 ans, elle a été créée, disons, un tout petit peu plus de 20 ans, on est en 2023, le temps passe vite. Au départ, l'idée de base, c'est d'avoir un petit compagnon qui est tout le temps là avec nous pour nous faciliter le lien avec des systèmes informatiques. Donc là, on se retrouve, on est en 99, on a assez peu de systèmes informatiques, c'est assez obscur, ça le reste encore aujourd'hui pour un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est comment faire pour accéder à des connaissances, discuter avec un système qui n'est pas si facilement appréhendable que cela. Donc on est obligé de faire des systèmes, on prend le choix de les incarner, on est obligé de faire des systèmes à la main, ce qu'on appelle du tunneling, donc de faire des énormes arbres pour vous conduire, répondre à vos questions, etc. Donc c'était des systèmes extrêmement durs à entretenir. En 2010, avec l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de technologies prometteuses qui permettaient de faire en fin de compte une vraie discussion, de comprendre le langage et de dépasser en fin de compte la commande locale, la commande vocale ou les simples appuis sur des boutons pour échanger avec votre compagnon digital. Donc maintenant, ça fait 13 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle conversationnelle et ça permet de discuter avec un ensemble de connaissances. Et quelle est l'application ou quelles sont les applications de cette intelligence conversationnelle ? On va en rester à cette intelligence-là pour l'instant. Quelles en sont les applications et sur quoi vous travaillez ? Vous avez travaillé ? Ça, c'est une question extrêmement vaste. D'ailleurs, l'atelier d'après sera sur ChatGPT, animé par Frédéric. Donc ça, c'est une application qui a permis un peu de démocratiser l'utilisation de l'intelligence artificielle conversationnelle. Assez vulgairement, on passera sur les cas d'usage. Assez vulgairement, ça permet de comprendre le langage humain dans une première partie. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de dire à la machine. Ça se distingue de la commande vocale. Une commande vocale, vous allez lui dire « monte la température ». Si jamais c'est de la commande vocale, elle ne comprendra pas « j'ai froid », alors que l'intelligence artificielle conversationnelle va s'attacher sur le sens. Sur la commande vocale, c'est vraiment, en gros, vous allez lire ce qu'il y a sur vos boutons. Sur l'intelligence artificielle conversationnelle, elle va s'attacher au sens, quelle que soit la forme que vous utilisez. Donc ça, c'est des technologies qui aujourd'hui sont extrêmement bien maîtrisées. La machine, elle n'a aucun problème à vous comprendre avec ce type d'IA. Par contre, un des verrous qui existait, c'était la réponse. Donc la plupart des systèmes, on était obligé de les écrire à la main, en entier, de tout préparer. Et la construction de la réponse était extrêmement difficile. Donc maintenant, pour ceux qui ont essayé ChatGPT, c'est gratuit, vous pouvez aller le voir, ça marche en français, en anglais, dans la langue que vous voulez. Ils viennent de casser ce verrou, où là maintenant, vous pouvez avoir une réponse toute faite, en bon français, qui est donnée après qu'on ait bien compris votre question. Alors il y a des petits problèmes, mais ils seront abordés plus tard, je ne vais pas rentrer dedans. Et nous là-dedans, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on fournit des systèmes exclusivement dans le domaine expert. On ne fait que des experts métiers. On ne fait absolument pas des systèmes qui permettent de bavarder avec un ensemble de connaissances. Encore une fois, comme ChatGPT,
On va par exemple, dans le cadre de ce projet, autour de l'usine 4.0, ici on a vraiment fait de la modélisation, mais on a également mis à l'intérieur des intelligences artificielles. Je vous en parle quand même pendant 2 secondes pour mettre un peu le contexte de ce projet. C'est dans l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, il y a quelques années, ils se sont rendus compte que si tout ce qui était fournisseur des grands groupes ne passait pas à l'usine 4.0, les grands groupes, en fin de compte Stellantis en particulier, allaient changer de fournisseur. Donc ils avaient un besoin d'acculturation pour que justement toutes ces petites entreprises, parfois de petite taille, qui sont des fournisseurs de grands groupes automobiles, puissent continuer à garder ces grands groupes en clients, donc leur montrer comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent vraiment réalisent quel est l'intérêt pour eux de passer sur ce genre de pratique. Ensuite, il fallait former les salariés, et les nouveaux, puisque c'est un changement de métier. Et à l'époque, on n'était pas encore complètement dans le véhicule électrique, ça s'est rajouté. Maintenant, c'est en train de basculer sur le véhicule électrique, donc de difficultés. Mais en tout cas, il fallait les former, que ce soit à l'intérieur de leur usine ou alors à distance. Donc on a modélisé une usine dans laquelle il y a des machines, à partir desquelles vous allez pouvoir accéder à une plateforme de formation. Et dans cette usine, on implante des agents avec lesquels vous pouvez discuter, qui vont vous présenter le métier avec lequel vous pouvez discuter pour essayer de comprendre votre besoin et vous fournir des modules de formation qui sont en accord avec ce que vous êtes en train de rechercher. Il me semble aussi que vous avez investi plus récemment sur les doubles numériques. Alors ça, c'est des évolutions. Donc l'année dernière, on a réfléchi à l'avenir. Qu'est-ce que nous, encore une fois avant que ChatGPT sorte, qu'est-ce que nous, on allait pouvoir proposer dans les 10 ans à venir? Donc ça fait partie de mon métier, c'est déterminer vers où on va aller et trouver de l'argent pour pouvoir financer nos ambitions. Et dans ce cadre-là, ici, à chaque fois, nous, on fait des systèmes qui sont incarnés, donc il y a des personnages en 3 dimensions, mais qui sont toujours diffusés par des dispositifs. Ils sont statiques, que ce soit des bornes, des téléphones, des ordinateurs portables. Donc on s'est demandé, et ils sont toujours pilotés. Donc soit vous êtes là, présent, physiquement, en train de discuter avec eux. Et on s'est dit, comment faire pour que moi, vous, on puisse vous modéliser les connaissances, vos connaissances expertes, je parle du domaine professionnel, associatif, etc., pour que vous soyez disponible hors ligne. Alors que, en fin de compte, votre expertise, vous êtes par exemple un formateur sur une machine-outil, vous formez en journée, et le soir, ou H24, on pourrait imaginer que vous êtes encore là, qu'on puisse discuter avec vous, vous poser des questions spécifiques, et que vous puissiez interagir avec des personnes qui veulent en savoir plus sur votre machine. Donc ce double numérique pourrait vivre sans vous, mais sous votre contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rêver, hein. Michel l'a répété plusieurs fois, dans l'humain, on garde toujours ce côté humain. On voit les intelligences artificielles comme des aides. L'intelligence artificielle vit sur le passé. Elle ne crée rien pour le moment. Donc intelligence est vraiment galvaudée. Les choses changent. On le voit dans ce type de projet. Là, l'électrique n'était pas envisagé à la mesure où l'électrique est envisagé aujourd'hui. Donc si on avait des IA, elles ne seraient pas capables de former à l'électrique si on ne les avait pas nourries à ça. Donc on a toujours besoin de l'humain, mais il y a un moment, on ne peut pas les démultiplier. Vous avez évoqué tout à l'heure ces développements autour de l'intelligence artificielle conversationnelle. Vous avez ensuite voulu aller plus loin vers l'intelligence artificielle émotionnelle. Quelle est la différence? Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'on bascule vers ce nouvel univers? Alors, basculer, le mot est vraiment bien, parce que c'est plus dans une optique de continuité. Donc, vous avez certainement, peut-être même parfois sans le savoir, interagi avec une intelligence artificielle conversationnelle, que ce soit par téléphone, ou que ce soit par des petits robots, les chatbots, dont 85% ne sont pas à base d'IA. Hein. On retrouve des boîtes à cliquer, où à aucun moment vous pouvez vous exprimer en langage naturel. Et en fin de compte, ils sont programmés pour répondre quelque chose de manière stricte, un peu binaire, j'exagère un tout petit peu, mais si vous répétez 10 fois la même question, vous allez avoir 10 fois la même réponse. Ça, il n'y a absolument aucun doute, même si vous êtes très énervé.
Donc, ça sera toujours la même chose. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle émotionnelle, je mets des guillemets toujours à émotionnelle, ici, il ne s'agit que de faire une sorte de mimétisme de nos codes de communication. Là, je suis en train de marcher, parce que quand je parle, ça me donne envie de marcher, je fais des gestes avec ma main qui est libre. Donc il y a vraiment tout un ensemble de choses. Là, je donne des intonations assez plates pour essayer de ne pas trop faire cracher le micro. Et en fin de compte, tout ça, ça fait partie de mes codes de communication, parce que je suis en train d'intervenir, et quand on est en train de discuter avec quelqu'un, on a un contact visuel, l'autre personne va réagir, on va capter des informations sur son comportement non verbal. Eh bien, comment on fait pour qu'une machine puisse prendre en compte tous ces éléments? C'est ça l'intelligence artificielle émotionnelle. Donc maintenant, nous, on le fait pour justement avoir une sorte de sensibilité. Donc l'exemple qu'on prenait pour illustrer tout cela, c'est un peu le type d'échange qu'on va avoir quand on va dans un commerce dans lequel on va régulièrement, comme une boulangerie, une boucherie ou ce genre de choses, où on a un contact avec un commerçant, une vendeuse, un vendeur. Et c'est exactement ça, c'est avoir quelque chose où on a envie d'y aller, quelqu'un qui nous dit bonjour, quelqu'un qui a un agent numérique sensible, qui va pouvoir, quand vous êtes énervé aussi, vous passer quelqu'un sans que vous ayez besoin de le demander, puisque la 10e fois où vous faites la même demande, on se doute bien qu'on n'arrive pas à vous répondre. Voilà à quoi on utilise cette intelligence artificielle émotionnelle. Et aujourd'hui, dans le cas de l'intelligence conversationnelle et émotionnelle, vous avez développé un certain nombre de services, y compris dans l'émotionnel. Alors oui, et des services, et pour qui et pourquoi faire? Donc pour qui et pourquoi faire? En fin de compte, c'est notre plateforme. On a cette plateforme que l'on utilise, dans laquelle il faut savoir qu'on a une partie de nos clients, je ne sais pas si on en avait un peu échangé, mais on a une partie de nos clients qui ne veulent absolument pas ce volet émotionnel. Ils n'ont pas envie que l'agent agisse d'une certaine manière, n'ont pas envie que l'agent soit extrêmement poli, extrêmement serviable, et ils n'ont pas envie de, entre guillemets, ce qu'ils envisagent comme tromper la personne avec laquelle on communique pour lui faire croire que c'est un humain, ce qui n'est pas ce qu'on essaye de faire. Mais en tout cas, vous pouvez, en fin de compte, pour véhiculer une image de votre marque, par exemple, en fonction si vous avez une image extrêmement technologique ou une image d'un service extrêmement proche, donner des valeurs et donner un type de comportement à votre agent. Une de nos verticales, j'avance un tout petit peu. Vers les exemples, on y va. Une de nos verticales, en tout cas notre verticale métier principal, c'est quelque chose qu'on appelle hospitality, donc c'est de l'accueil. Comment on fait pour accueillir des personnes sur des sites, sur un site internet ou un site physique, et lui donner des explications. On a commencé il y a plusieurs années à travailler dans le domaine du tourisme pour du tourisme de séjour. En fait, vous arrivez dans un lieu, vous ne savez pas quoi faire, eh bien quelqu'un vous accueille. On a travaillé avec des offices de tourisme pour faire ça, pour essayer de comprendre, en gros, qu'est-ce qu'on peut apporter en service à une personne qui arrive dans une ville en fonction de ses demandes. J'ai 3 enfants, j'ai une demi-heure, j'aime pas trop courir dans la nature, qu'est-ce que vous me proposez autour de cela, de cette borne? C'est ça, l'intelligence artificielle conversationnelle. Et l'émotionnel, c'est cette espèce d'empathie qu'on pourrait avoir avec une personne avec laquelle on discute, qui est de l'autre côté d'un comptoir. Donc ça, c'est une question qu'on me pose toujours, je vais la désamorcer tout de suite. On nous dit toujours, oui, vos systèmes vont tuer tous les humains, il n'y aura plus personne, etc. Le tourisme est un exemple parfait. Donc, en office de tourisme, en gros, vous avez maintenant 20% des touristes qui vont s'adresser dans un office de tourisme, et 75% des questions qui sont posées aux personnes qui sont dans ces offices, souvent formées à l'histoire de l'art, à la culture, ce genre de choses, c'est où sont les toilettes? Et donc, là, on met un agent, et il faut savoir que la plupart du temps, maintenant, ils sont fermés, ils n'ont quasiment plus d'argent, et les personnes travaillent sans contact avec le public pour faire des supports, des bouquins, des sites internet, etc. Donc, ils n'ont plus ce contact avec leur public, et tout ce qu'ils font n'est pas valorisé. Là, ils peuvent mettre en avant tout ce qu'ils écrivent, la valorisation des bâtiments, les parcours, les contacts qu'ils ont avec les commerçants locaux, etc.
Donc en fin de compte, on a un autre métier. Et j'aime bien prendre aussi l'exemple, on a travaillé pour une région, malheureusement pas la région Bourgogne-Franche-Comté, où c'était pour le service des aides économiques. Donc comment, en fin de compte, de quelles aides une entreprise peut bénéficier par rapport à une région. Ils nous ont dit, ouais, vous allez nous faire perdre plein d'emplois, ça ne va pas aller. On a mis le système en place, ils ont dû recruter 3 personnes pour traiter le nombre de demandes que ça a généré. Donc tout ça, ce sont des exemples juste pour montrer qu'en fin de compte, on a des populations qui n'ont pas accès à la technicité d'un certain nombre de contenus verbaux. Et grâce, en fin de compte, à ce type de système, vous venez avec vos mots et vous allez trouver les informations qui vous intéressent. Et ça je ne dis pas que ça ne tue jamais d'emploi, mais des fois, effectivement, ça en remplace, mais fatalement, ça peut en créer. Et parfois, on nous demande de venir parce qu'il n'y a plus personne. Typiquement, le tourisme, c'est il n'y a plus personne. On travaille avec une base nautique et des campings. Là, ils n'arrivent plus à recruter de monde. Par contre, le nombre de touristes qui vont venir, il est identique. Donc là, c'est même plus un problème. C'est pas des gens qu'on va mettre sur le côté, c'est ils n'ont plus personne à recruter. Et quand ils y arrivent, c'est des gens qui n'ont aucune expérience. Ce genre de système capitalise sur l'expérience et il faut du monde pour les entretenir. Et c'est pas nous qui allons entretenir ça. On n'est pas des spécialistes du tourisme. On n'est pas des spécialistes de l'usine 4.0. Il faut absolument que les personnes qui prennent ce type de système prennent des professionnels de chez eux pour répondre aux questions où on ne trouve pas de réponse, pour s'assurer qu'on reste bien bordé dans le domaine métier, on fait un expert métier, et pour apporter tout le service que l'entreprise ou quel que soit le type d'activité veut apporter à son utilisateur final. Oui, je crois justement que vous avez justement des cas d'application qui sont inhérents à différents domaines, que voilà, c'est très diversifié. On peut peut-être passer sur... Oui. Il doit y en avoir quelques-uns après qu'on avait pris. Alors c'est lequel, celui-là? Tenez, vous pouvez prendre. Alors ça c'est un projet à 360 degrés. Je dis 360 degrés parce qu'on a pris l'ensemble. C'est dans le domaine médical. C'est une plateforme pour... c'est médecine bariatrique, je me trompe toujours, c'est celle-là. Donc c'est pour suivre des personnes qui sont obèses. Et en fin de compte, ici, quand je dis 360 degrés, on a tout fait. On a fait le site, on a fait tous les systèmes, mais surtout au niveau de l'IA, ce qu'on a mis à l'intérieur, c'est du profilage. En fin de compte, le but de la plateforme, c'est d'avoir tout un système automatisé pour que le patient puisse avoir des petits modules de formation sous forme de vidéo pour essayer de gérer et de vivre avec son état physique. Et au final, ce qui se passait au départ, il y avait des énormes descriptifs faits par les médecins, extrêmement techniques, que la plupart des patients ne comprenaient absolument pas. Donc ils avaient fait un site en ligne et ça ne marchait pas du tout, parce que les personnes lisaient toute une explication et ne comprenaient pas un seul mot de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc dans une première phase, on a fait un agent conversationnel pour que les personnes puissent poser des questions. Bien sûr, c'est supervisé par des infirmières derrière. Il n'y a aucune action médicale qui est prise par l'intelligence artificielle. C'est toujours le médecin qui l'utilise comme une préparation. Donc dans un premier temps, simplification de l'accès à l'information. Dans un deuxième temps, pour le médecin, ça on le fait beaucoup, c'est du pré-diagnostic, du profilage des patients, puisque en fin de compte, tous les patients, il y a une 30 ou 40 capsules vidéo, ne vont pas tout voir, ne vont pas tout faire, n'ont pas besoin de l'intégralité de ce qu'il y a sur le site. Suivi automatique, et en fin de compte, le médecin reçoit un rapport avec ce que l'IA a pu conseiller en fonction du profilage, les questions qui ont été posées, et quand le patient arrive en fin de compte en consultation, la plupart des tâches sans valeur ajoutée du médecin sont terminées. Pareil pour ce que l'on fait dans le domaine de l'ophtalmologie, où on fait un pré-diagnostic avec un robot qui prend énormément d'images de l'œil, du fond de l'œil, visage, œil, fond de l'œil, et quand la personne, avec une aide conversationnelle qui accompagne le système robotisé, et quand le médecin reçoit son patient, il a en fin de compte gagné, si je ne dis pas trop de bêtises, une bonne demi-heure. Et donc il peut traiter plus de patients
on commence à manquer d'ophtalmologues, surtout dans des coins reculés comme à Nevers. Donc ce genre de systèmes sont assez intéressants pour faire gagner du temps et en plus pour savoir si la personne a besoin d'aller voir un ophtalmologue ou pas, en plus. Je prends que les deux là ou on peut en déployer en quelques minutes, effectivement, dans le domaine de la formation, par exemple. Je sais que vous aviez d'autres exemples. C'est encore la santé. Mais c'est dans le domaine de la formation, donc c'est parfait. Il était très bien celui d'avant, parce qu'il couvre les deux. Donc là, c'est la santé aussi. Ici, on a un agent, donc, qui ici, il est en tout petit, je suis désolé. On le voit guère mieux en haut. L'idée, c'est de former les médecins à distance sur comment on va annoncer des mauvaises nouvelles aux patients. Parce que ça, en général, c'est comme un massage cardiaque, on est obligé d'attendre que le moment arrive pour pouvoir le faire. Et ici, on met un agent conversationnel qui est sur plusieurs scénarios auxquels on va pouvoir discuter avec le médecin. Et en fin de compte, on va le former à pouvoir annoncer des mauvaises nouvelles pour de faux au départ, un agent conversationnel. Pour la petite histoire, par rapport à ça, donc là aussi, l'intelligence artificielle émotionnelle est extrêmement importante, puisque si on n'en a pas, on a des réactions extrêmement figées. Là, on peut faire quelque chose de bien réaliste. Et pour la petite histoire, la simulation, même hors du numérique, je parlais du massage cardiaque, ce n'est pas pour rien, il y a un superbe centre de simulation à Dijon. Quand ils faisaient de la simulation au massage cardiaque, les étudiants en médecine qui s'entraînaient dessus, quand ils rataient le massage cardiaque, il y en a certains qui étaient vraiment pas bien. Parce qu'en fait, ils se rendaient compte que si ça avait été un vrai humain, cet humain serait mort. Et du coup, on se rend compte du niveau d'immersion et aussi de la délicatesse, mais du soin qu'il faut prendre pour que ces situations n'arrivent pas et qu'on reste dans une vraie optique de formation. Ça, c'est un autre intérêt de l'intelligence artificielle émotionnelle, plutôt d'avoir un système froid qui vous dit « Ah bah, il est mort », vous vous accompagnez de manière différente en disant « Bah voilà, il y a eu une amélioration, c'est ces gestes qu'il faut faire, on va recommencer tranquillement, mais on ne laisse pas l'étudiant tout seul avec une mort toute factice qu'elle soit. » Ce qui est important dans ce que vous nous avez dit, vous l'avez redit à plusieurs moments, c'est que cet agent et cette intelligence remplacent des tâches ou des missions sans valeur ajoutée, voire éventuellement des situations où il n'y a personne pour effectuer la mission. Ça implique un autre élément qui est la confiance. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance à cet agent? Alors bon, dans le cas qu'on vient de citer, pas forcément très pertinent, mais dans le cas de Nuvi par exemple, où l'IA va établir le profil médical d'une personne, on comprend bien que si derrière il faut vérifier le boulot de l'IA, on ne gagne pas de temps dans l'histoire. Est-ce qu'on peut lui faire confiance effectivement? Est-ce que vous avez des données sur la fiabilité de cette IA? Alors déjà, moi j'aurais toujours tendance à dire qu'il ne faut jamais faire confiance à un système informatique parce qu'après on s'aveugle. Bien sûr, en fin de compte, on construit avec le médecin, dans le cadre de Nuvi, tout un ensemble d'indicateurs où c'est le médecin qui a quelque chose de synthétisé et qui voit son patient pour de vrai, et il se rend bien compte s'il y a une adéquation ou pas. Parce que sinon, c'est un travail de fourmi. Quand on a construit les systèmes de profilage, il y avait 120 questions, il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre en compte. L'IA le fait seul et fait vraiment cette synthèse, mais ce contrôle est indispensable. On ne peut jamais être sûr que l'IA ne s'est pas trompée. Et c'est pour ça que dans le domaine médical, on ne s'en sert que pour le prédiagnostic, la formation. À aucun moment, une IA ne prend une décision. D'ailleurs, de toute façon, il ne vaut mieux pas laisser prendre une décision, puisque au final, ce ne sont que des systèmes d'aide et pas très intelligents. Et c'est pour ça aussi, on se gargarise en disant on ne fait que des tâches... on remplace les tâches sans valeur ajoutée parce qu'on n'est pas capable de faire le reste. Donc il y a aussi ça qui est bien important à comprendre, mais ça soulage quand même déjà énormément de temps, ça permet de donner accès à des gens qui n'ont pas accès, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut superviser avec grande attention et qui prend du temps, qui ouvre d'autres perspectives et prend du temps, mais permet d'appréhender de manière différente
tous les savoirs, et en particulier experts. Et en plus, on peut faire un tout petit peu plus confiance à des IA qui sont bien bordées en termes de connaissances et qui ne peuvent pas sortir du champ. Donc les systèmes qu'on fait avec Nuvi, c'est le médecin, le groupe de médecins qui a donné ces informations-là et qui les a validées, comme pendant la formation. La formation, on sait qui donne le contenu de formation. Vous maîtrisez la data, enfin, c'est pour reprendre les termes qu'on a utilisés aujourd'hui. C'est exactement ça. Et même en maîtrisant la data, on n'est pas sûr de pouvoir avoir confiance, en particulier dans le cas du profilage, vous avez bien fait de le noter. Donc il faut de toute façon un expert au bout qui dise « Ok, ça devrait être à peu près ça. Merci mon petit assistant à base d'IA. » C'est ça. Yannick, jusqu'où vous allez aller? Vous imaginez, là, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce qui sera cet agent? C'est ce que je disais au début, cet agent, ce sera une extension de nous sur nos connaissances, et je reste dans le domaine expert. Hein. Je reste dans le domaine expert, un agent qui pourra, en fin de compte, non pas travailler pendant qu'on dort, à notre place, sur notre expertise, mais qui pourra mener un certain nombre de tâches et surtout être en contact avec des gens avec lesquels on ne peut pas être en contact. Et c'est ce type de présence et c'est ce type d'échange qui pourrait être particulièrement intéressant pour la suite, non seulement pour faire des experts transversaux, mais chaque humain a des spécificités. Et ces humains, on pourra ces doubles numériques, on pourra les utiliser. Il y a eu le mot jumeau numérique dans les interventions précédentes, dans l'après-midi. En fait, l'idée, c'est de faire un jumeau numérique de nous-mêmes qui nous permette justement de collecter de l'information pour améliorer notre jumeau numérique, mais nous aussi. Puisque comme humains, on a des limitations, on peut discuter avec une personne, peut-être 2 en même temps dans le métro à Paris, mais sinon, en fin de compte, si on avait accès à plein d'autres interlocuteurs qui pourraient parler avec nous de manière démultipliée, avec une IA qui nous ferait une synthèse de toutes les choses intéressantes qui ont pu être dites sur ce sujet, on pourrait gagner un certain nombre de choses. Très bien. Et avant de commencer la séance de questions, est-ce que vous avez un exemple dans le domaine de l'industrie à nous citer? Dans le domaine de l'industrie, bon, comme je le disais, nous, sur nos exemples, les exemples métiers, on a fait à peu près le tour de ce que l'on peut proposer. En fin de compte, dans le domaine de l'industrie, quand on sort de la formation, on n'a pas encore de vrais industriels. On travaille avec des industriels. Typiquement, au début, nos premiers clients, c'est dans le monde de l'automobile. C'est pour ça qu'on travaille encore dans le monde de l'automobile. Typiquement, une intelligence artificielle pour expliquer ce qu'est un véhicule électrique. Mais là, c'était il y a 10 ans, donc ça avait tout son sens. Et pour une autre société automobile, un véhicule hydrogène. Oui, on peut le faire sur l'hydrogène maintenant. Et pour une autre société automobile, c'était pour faciliter la manière de souscrire un crédit pour acheter sa voiture. Donc en fin de compte, ce sont des services que l'on va trouver autour qui vont pouvoir au final renforcer l'activité. Par contre, au sein de l'usine, à part ce dont j'ai parlé dans le 4H.0, on n'est vraiment plus sur la question qu'est-ce que vous avez comme connaissances qui sont intéressantes à pouvoir, sur lesquelles on peut échanger, transmettre, etc. Pour prendre 2 exemples transversaux, imaginons une société qui a un pôle juridique avec très peu de personnes, le juriste tombe malade et qu'en fin de compte il a un remplaçant et que la personne puisse avoir accès à l'intégralité des contrats qui ont été faits par la société pour pouvoir connaître la culture d'entreprise au niveau du juridique, sur l'exploitation, comment on fait pour négocier, etc. Ou la culture d'utilisation sur une chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Quelles ont été toutes les problématiques? Si on peut interroger l'expérience d'autres personnes qui ne sont plus là, dans ce modèle de double numérique, on a toute l'essence d'une intelligence artificielle conversationnelle. Ou tous les brevets de notre domaine. Enfin, après, c'est pas compliqué. C'est pas complexe à faire de prendre en fin de compte toutes des connaissances et de discuter avec elles. C'est pour ça que l'entretien, ce petit entretien s'appelait entretien avec une IA. Merci. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? J'imagine, on a maintenant justement l'aide au diagnostic, par exemple, par rapport à un historique de panne ou d'accès à des manuels fournisseurs. Et le déploiement de cette IA, ça consiste en combien
étapes, en combien de temps, etc. Alors, il y a plusieurs choses et il y a plusieurs systèmes. Si, dans votre cas, c'est différent de la plupart des IA que j'ai présentés, puisque dans les cas que j'ai présentés, c'est un expert métier qui a un champ de connaissances bien bordé, dont on connaît à l'avance à peu près le sens des questions qui vont être posées. Donc là, on le périmètre pas mal. Dans ce cas-là, il faut construire, en fin de compte, c'est des approches hybrides où on prend tous les documents froids, que ce soit du PDF, enfin bref, toutes les données qui sont dessus, on fait un modèle de connaissances et à partir de là, on crée les questions qui pourront être posées. C'est un projet qui, ça dépend de la quantité de données, mais je dirais entre 10 et 20 jours hommes pour si le matériel est bien accessible, et que ce n'est pas des prises de notes à la main, je ne m'y connais pas bien en OCR ou ce genre de choses, mais si c'est de la donnée PDF ou des bases de données, ça c'est pas très compliqué à craquer. Et c'est ce que montre ChatGPT, hein. C'est là où ils ont fait un saut énorme en termes de technologie. Donc, et après, vous pouvez discuter avec ces données-là. Un manuel... moi, j'avais travaillé, je ne faisais pas encore de l'IA à l'époque, disons, moi j'en fais pas, mais je ne travaillais pas encore dans le monde de l'IA. Je me souviens d'un manuel de cafetière qui faisait 3 feuillets, et à la fin, à force de rajouter des feuilles de panne, on faisait 500, ou j'exagère, peut-être 250, et bien plus personne l'utilisait, quoi. Donc, par contre, si on pouvait l'intégrer dans une intelligence artificielle, vous avez un problème avec votre cafetière, vous dire, bah, je comprends pas, j'ai le bouton tout à droite qui est bleu, ah bah c'est pas compliqué. Tu vas faire comme ça et la machine va remarcher. Donc c'est ça l'intérêt de ces IA conversationnelles, c'est faire un point d'accès unique sur une soupe de données. Et là, en l'occurrence, c'est un manuel technique fait par des gens de la technique et on sait que tout est en rapport avec cette machine. Donc il n'y a pas de complexité. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question sur de la transmission de savoir, sur des compétences métiers, de transmettre de l'ancienne génération, la nouvelle génération? La culture, ce que j'appelle aussi la culture d'entreprise, bon, ça me fait penser un peu à de la robotique, comment des robots communiquent pour apprendre à un autre robot à faire une tâche ou lui fait un peu de planification. On n'a jamais eu ce cas. On n'a jamais eu ce cas, ou en tout cas, ce ne sont restés que des discussions sur de l'intérêt. Ça, je pense qu'on n'est pas encore suffisamment mûr pour le faire de manière simple. On peut le faire d'une manière avec une étude, une analyse du travail et puis la mise en place d'outils de collecte. Je vais prendre un autre exemple, je vais un peu dériver. On a travaillé sur des standards téléphoniques et pour savoir comment faire pour faire une IA dessus, on a fait de l'écoute passive pendant 3-4 mois. Je ne me souviens plus exactement. Pendant quelques mois, on a écouté ce que demandaient les gens et que répondaient les humains de l'autre côté, mais pour avoir vraiment une idée de toutes ces questions. Et au final, en faisant une observation passive, ça peut peut-être marcher. Mais là, on sait que ça marche. J'ai dit peut-être, mais c'est sûr que ça marche. Par contre, il faut mettre les bons capteurs de données, des écoutes passives, des écrits, etc. C'est comment on capte la culture et la maîtrise d'une personne sur une machine. Une fois qu'on aura répondu à cette question, si tout est bien référencé, etc., il n'y a aucun souci. Par contre, si on n'a pas de matière, langage hier, on ne pourra pas le transmettre. Bon, bah merci beaucoup pour ces échanges très intéressants et très constructifs. Constructif, je ne sais pas, mais merci en tout cas, merci pour l'invitation. Merci.